Elle est en place. C'est la poudre. Tiens, on a découpé une femme en morceaux rue de la bienséance à 2 pas du chat. Tiens, on a découpé une... I am a feminist. Je vous obsède avec une constance je ne me suis pas conduit qui appelle quand même l'admiration. D'une façon conforme à ce qu'on attend d'une jeune fille d'abord et d'une femme ensuite. I'm sorry that I didn't become the world's first black classic pianist. Donald Trump. Je crois qu'une femme qui existe dans son temps, à l'intérieur de son temps, n'a pas d'époque, elle marque son époque. Bienvenue dans La Poudre, une conversation intime, profonde, avec des femmes artistes, activistes, politiques, des femmes inspirantes, des femmes puissantes. Comment sont-elles devenues femmes ? Contre quoi ont-elles résisté ? Que crient-elles ? Que rêvent-elles ? Que lisent-elles ? Je suis Lorraine Bastide et aujourd'hui, je reçois Emma. Depuis que je suis féministe, je suis hyper fière d'être une femme. Autant avant, je disais, mais moi, je m'en fiche de mon genre. Autant maintenant, j'y tiens particulièrement, dans le sens où, pour moi, mon genre, c'est celui pour lequel je lutte. Vous savez à quel moment je me sens la plus en phase avec le combat féministe ? Dans les manifs. J'aime quand ça crie et quand ça proteste. J'aime voir des poings brandis, entendre scander les slogans. J'aime quand on sent que ça pourrait péter à tout moment. Que c'est une colère profonde qui vient du fond du ventre parce qu'elle est un désir de retourner le monde. On peut être un peu féministe par petits gestes, par petits pas. Je veux dire, pourquoi pas ? Mais le féminisme a besoin d'endosser une certaine forme de radicalité pour avoir un sens. S'il n'est pas désir de révolution, que peut-il être ? Il doit y avoir un endroit où la réflexion féministe est poussée à son terme et devient une réflexion anticolonialiste, anticapitaliste. Je sais que ces mots peuvent faire peur. Je sais que la société, et vous peut-être, préférez quand le féminisme s'enveloppe de roses et sans la fleur. Chacun son rythme, chacun son degré d'indignation. Mais joie, grande joie de savoir que certaines revendiquent la radicalité. Emma fait partie de celle-là. Avec Emma, on a parlé de code, d'oignons et de charge mentale. Emma, vous êtes autrice et blogueuse féministe. Vous êtes connue pour vos dessins, même si vous ne vous considérez pas vraiment comme une dessinatrice. Vos dessins sont pourtant très identifiables par leur simplicité, par leur didactisme. C'est l'outil que vous avez choisi pour vulgariser des concepts militants qui vous tiennent à cœur. Après les avoir partagés sur Internet pendant plusieurs années, vos planches sont devenues de vrais BD en papier. Vous venez de sortir le tome 3 de ce recueil de vos travaux réunis sous le titre « Un autre regard ». Les 2 premiers volumes ont fait un carton, vos BD sont traduites en anglais, vous avez des fans dans le monde entier. Vous avez aussi causé un petit tsunami dans le cerveau des femmes en France en mai 2017 avec votre BD « Fallait demander » sur la charge mentale. On y reviendra bien sûr tout à l'heure. Il y a quelque chose que j'adore dans votre approche, Emma, c'est qu'elle est cash. En couverture de vos livres trône un dessin d'une grande vulve dont on distingue les lèvres, le vagin et le clitoris. Une vulve couchée de façon à former un œil. C'est d'une audace complètement dingue. Qu'est-ce que vous symbolisez avec ce dessin ? Est-ce que cet autre regard, c'est un regard qui serait féminin, féministe ? Oui, alors féministe, c'est sûr. Féminin aussi, parce que je parle beaucoup de mon vécu de femme, qui est aussi le vécu de beaucoup d'autres femmes. Et je parle principalement aux femmes. Même si dans ma communauté, il y a aussi des hommes qui apprennent plein de trucs et qui m'écrivent pour me le dire, donc c'est super. Mais pour moi, voilà, c'est un moyen de nous fédérer et de sortir de justement cette sphère privée, de la sphère cachée qu'on nous a attribuée depuis toute petite. Et être fier de ce qu'on est. Donc pour moi, voilà, dessiner la vulve, on voit des pénis partout, dessiner une vulve, c'est aussi un moyen de dire, nous aussi, on a le droit, quoi. C'est un sacré coup de poing, c'est quelque chose qui est super revendicatif, de mettre une vulve sur une BD grand public. Je pensais pas, mais en fait, oui, parce que c'est vrai que moi, j'évolue dans des cercles féministes où maintenant, c'est devenu normal d'en parler et de le montrer et tout ça. Et en fait,
fait, mon éditeur, il a trouvé ça super chouette. Donc, sur le coup, je me suis dit, bah, ça va, on est bien et tout. Et en fait, j'ai eu, donc, dans les librairies, quand je fais des dédicaces, des gens qui passaient, qui me connaissaient pas, et beaucoup des hommes qui prenaient la BD et qui la lâchaient presque dégoûtés il la tournait, il faisait, ah! Et il reculait de 3 pas. Donc, je pense qu'on a encore un peu de boulot à faire. Et je me dis que finalement, bah, j'ai eu d'autant plus raison de choisir ce dessin-là pour la couve. Il est très très fort, vraiment. Ouais. Alors, comme vous le savez, Emma, dans La Poudre, on essaye de revenir un peu sur le parcours des femmes qui font, qui changent la société aujourd'hui. Donc, on va revenir un peu en arrière. Vous avez grandi à Troyes, je crois. C'était comment de grandir à Troyes ? C'était ennuyeux. J'ai même pas grandi à Troyes. En fait, j'ai grandi dans un village à côté de Troyes. Il y avait peut-être 400 habitants, donc voilà, même pas une boulangerie, pas de transport. Et du coup, j'ai passé énormément de temps à me morfondre dans ma maison de campagne. Il y avait pas beaucoup de gens de mon âge et je pouvais pas trop sortir. Donc, du coup, j'en ai pas un très bon souvenir. Et moi, je me suis dit, mon enfant, il grandira en ville. C'est vrai. Donc, le milieu rural, vous l'avez un petit peu rejeté. Ouais, moi, j'ai pas du tout apprécié. J'avais pas beaucoup d'activités. Je rencontrais pas beaucoup de gens variés en fait et ouais, j'en ai un grand souvenir d'ennui. Par contre, je pense que c'est grâce à ça que je me suis plongée dans les bouquins et que j'ai fait plein de trucs que j'aurais pas fait si je m'étais pas ennuyée. La lecture, ça a été présent dans votre vie assez tôt ? Ah oui, très tôt. Et d'ailleurs, j'ai lu, je pense, très jeune, des choses que j'aurais pas dû lire parce que je fouillais un peu dans tout ce que je trouvais. J'allais à la bibliothèque toute seule pour trouver des livres. Et du coup, effectivement, j'ai un peu fait ma bibliothèque personnelle en autodidacte. Je crois que j'ai lu... j'ai essayé de lire Le Seigneur des Anneaux à 8 ans, ça m'a traumatisée. Et j'ai lu du San Antonio très jeune aussi, genre vers 10 ans. Et c'est pareil, ça, j'ai eu un peu de mal au début. Un peu déprimant à 10 ans, j'imagine. Ouais, c'était un peu un peu tôt quoi, je pense. Mais effectivement, dans votre parcours, on sent qu'il y a une prise de conscience vraiment assez vraiment précoce dans votre parcours. Vous dites qu'à l'âge de 10 ans, vous avez fait une sorte de dépression quand vous avez compris que vous allez devoir travailler toute votre vie. Enfin, l'absurdité du système vous a frappé et vous étiez même pas adolescente. Ouais, alors ça je pense que c'est la journaliste qui a un peu transformé ce que j'ai dit, mais en gros moi ce que je disais effectivement, c'est que j'ai compris aussi par l'image que me renvoyaient mes parents que j'allais devoir travailler toute ma vie pendant très longtemps et dans un boulot qui visiblement avait pas l'air d'être l'éclate de ce que je voyais du monde adulte. Et ouais, ça m'a déprimée vraiment. Alors j'ai pas fait une dépression, mais j'avais pas envie d'accéder au monde du travail. Et par contre, j'avais pas du tout politisé cette pensée, c'est-à-dire que je me rendais compte que ça allait être dur, mais pas vraiment qu'il y avait des solutions à ça ou que c'était pas normal. C'était plus une espèce de fatalité, quoi. Tout à fait, ouais, exactement, c'est le mot. Vos parents, ils étaient profs, je crois ? Oui, profs de maths, les deux. À la fin du premier tome, d'un autre regard, vous remerciez vos parents de vous avoir élevé hors des sentiers battus, je vous cite. Ça veut dire quoi ? On vous parlait comment quand vous étiez petite ? Mes parents, ils m'ont pas élevée comme une fille, en fait. Et donc, du coup, ils m'ont élevée comme un enfant. J'avais des jouets, pas beaucoup de poupées, mais j'avais beaucoup de Lego, j'avais beaucoup de jeux de construction et je faisais beaucoup d'exercices de logique aussi. Je pense que ça se retrouve pas mal dans mon travail parce que tout ce que je présente, c'est parce que je trouve ça logique, en fait. Ouais. Et du coup, moi, je me suis pas sentie genrée jusqu'à ce que j'aille un peu, je sais pas, après, dès le cours moyen, j'ai senti que ça allait pas, quoi, que j'étais, justement, je trouvais pas mon groupe et tout ça. Mais voilà, j'étais tout le temps en jogging, j'avais les cheveux courts en brosse, je lisais plein de bouquins, je jouais pas aux Barbie et du coup, comme il y avait 3 filles dans mon village, elles me parlaient pas trop, quoi. C'est un peu compliqué. Et vos parents, c'était un choix militant de vous éduquer comme ça, ou c'était juste des matheux très rationnels qui vous transmettaient quelque chose qui leur semblait le plus rationnel possible ? Alors, ils se disaient pas féministes, mais je pense que ma mère, à moi en tout cas, elle s'est jamais sentie femme. Elle s'est toujours sentie un peu entre les deux, et que du coup, elle a pas voulu nous imposer de cases. Donc voilà, elle nous a élevés comme ça, mais c'était pas. Je pense que c'était pas par conviction, en tout cas pas ouvertement ou sciemment par conviction politique. C'est intéressant. Vous dites vous avez des frères et sœurs ? J'ai une grande sœur, ouais. Qui a été élevée de la même façon ? Pareil, mais on a évolué assez différemment. Elle était plus féminine que moi très tôt. Je pense aussi parce qu'elle voyait plus de monde. Elle faisait du sport et tout ça, donc voilà. Et elle a été pendant un moment illustratrice, du coup. Ça... Ah, c'est marrant. On ne sait pas forcément, mais votre métier à la base, c'est ingénieur informatique. Tout à fait. Vous êtes une codeuse, une vraie codeuse. Vous connaissez ce langage d'avenir, ce qui est vraiment chouette. Alors après un bac ES et un doc de langue, vous avez fait un BTS en informatique, c'est bien ça ? Oui.
En fait, j'ai fait après mon bac, j'ai fait un DUG de langue que j'ai obtenu. Et alors, en fait, quand on était à la fac, il y a des gens qui venaient pour nous dire ce qu'on pouvait faire après. Et en gros, soit on pouvait faire prof pour apprendre aux gens comme nous plus tard ce qu'on venait d'apprendre, donc ça me tentait pas vraiment. En plus, moi, je voyais mes parents, ils galéraient beaucoup en étant prof, ou alors commerce. Et les gens qui venaient nous présenter le commerce, j'avais l'impression qu'ils étaient au bord du suicide, c'était horrible. Donc je me suis dit, mais je peux pas faire ça. Ça a l'air, en plus, vendre des trucs, ça m'intéressait pas. Enfin, j'étais pas du tout là-dedans. Et en fait, pendant le DUG, on avait des cours d'informatique une fois par semaine, et là, en fait, je m'éclatais. C'était le seul cours où je m'éclatais vraiment. Du coup, je me suis dit, allez hop, je repars à zéro et je fais un BTS. BTS après lequel, du coup, mes profs m'ont encouragé à continuer en école d'ingé, même si c'est pas trop fait pour normalement. Et du coup, j'ai intégré une école donc d'ingénieur en 3e année. J'ai fait mes 3 dernières années là-bas. Et alors là-bas, par contre, j'en suis pris plein la tronche de la part des profs parce que j'étais nulle en maths. Enfin, en tout cas, j'avais pas du tout le parcours des gens qui avaient fait S, prépa et tout ça, quoi. Qui m'ont un peu dit que j'y arriverais pas, quoi. Donc voilà, heureusement, c'était pas tous et j'ai quand même réussi à m'en sortir. Mais vous vous rappelez de la jeune fille que vous étiez alors? Vous avez quoi, une vingtaine d'années, j'imagine, à l'époque? Vous rêviez de quoi? Vous vous projetiez dans quel genre d'avenir à ce moment-là? Moi, je me projetais pas du tout dans l'avenir. En fait, j'étais très rationnelle et je me disais bon, alors travailler c'est chiant, mais il faut. Et donc du coup, je trouve le truc qui m'ennuie le moins et qui paye le mieux pour pouvoir faire des choses à côté, pouvoir au moins choisir l'endroit où je fais mon travail. Et l'informatique, je trouvais ça plutôt rigolo et il y avait plein de boulot. Donc voilà, je suis allée là-dedans. Comme beaucoup de gens qui ont fait des écoles d'ingé, hein, c'est vraiment très rarement par passion, quoi, c'est de ce que j'ai constaté. En fait. Ouais, c'est pragmatique. Et je regrette pas, hein, parce que ça m'a permis de faire mes BD, de prendre un 4/5e pour les faire, de passer plein de temps au boulot à lire du contenu militant, je peux le dire maintenant. Donc voilà, je pense que c'était un choix rationnel et que je regrette pas. Quoi. Mais à l'époque, à 20 ans, vous n'aviez pas cette flamme militante qui brûlait en vous encore? J'ai toujours eu envie de m'engager, mais j'avais l'impression de ne pas avoir d'opinion sur quoi que ce soit. Et du coup, je me disais, comme j'ai rien à dire, je dis rien. Et je voyais des gens qui débattaient complètement enflammés sur des trucs et je trouvais ça passionnant. Ils avaient l'air de vraiment croire à leur truc. Et moi, j'ai commencé à croire en quelque chose quand j'ai compris comment le système y marchait, que justement ce que je voyais comme des fatalités, c'était une organisation délibérée et tout ça, et qu'il y avait possibilité d'un mieux. Alors là, du coup, je me suis mise à fond là-dedans. Mais avant, je me mettais à fond dans d'autres trucs. Alors du coup, je jouais beaucoup aux jeux vidéo et je cuisinais énormément. Alors je faisais plein de tests culinaires et je mettais ça sur un blog aussi. Ah oui, je savais pas que vous aviez un blog culinaire, c'est intéressant. Je l'ai caché depuis. On va le retrouver. J'espère pas, c'est horrible. Politiquement, je pense que c'était très douteux en plus. Donc... En tout cas, vous cherchiez des passions, vous avez besoin de mettre votre énergie dans un endroit autre que le travail. Alors, certainement pas le travail, oui, et surtout besoin d'avoir une place dans le monde, en fait, de servir à quelque chose. Et ça, je pense que je l'avais compris très tôt, et c'est politique comme pensée, mais je le savais pas, que c'est pas par le travail qu'on changeait le monde, quoi. Donc, voilà, j'avais l'impression de devoir trouver autre chose, et j'ai trouvé. Pour en revenir à l'école d'ingénieur, c'est quand même un milieu qui est assez connu pour son sexisme. Ces derniers mois, il y a eu beaucoup de révélations sur ces écoles dans la suite du mouvement MeToo. Alors, un chiffre intéressant, on trouve que 15 à 20% de femmes dans ces écoles d'ingénieurs, alors qu'il y a quand même 45% de filles dans les bacs S. Il y a des cas de harcèlement, d'agression sexuelle qui ont été aussi dénoncés récemment. Cette violence-là, vous l'avez ressentie quand vous étiez là-dedans ? Eh ben, pas trop. Alors, c'est ça qui est marrant, c'est que moi, j'ai eu l'impression d'être passée en travers des gouttes pendant toute ma scolarité et le début de ma carrière professionnelle, parce qu'en fait, j'étais victime de ce qu'on appelle le sexisme bienveillant. Et comme j'avais pas d'ambition professionnelle, pour moi, j'étais bien contente finalement. Dès que je voulais bosser sur un projet, il y avait toujours 10 mecs qui étaient prêts pour bosser avec moi. Je n'avais aucun doute sur les raisons, hein, mais ouais. Mais au moins, ils étaient bons et du coup, on faisait des beaux projets et j'apprenais plein de trucs et c'était cool, quoi. Et du coup, j'ai subi du sexisme, du harcèlement, où il y avait des gens qui se passaient mon numéro, qui m'appelaient la nuit, qui insistaient et tout. Ouais, non, voilà, comme toutes les femmes et tout ça. Mais j'avais intégré ça comme quelque chose de normal et
ça m'a pas empêché d'avancer. Donc pour moi, ça m'a pas mis encore bien le nez dans le patriarcat, en tout cas suffisamment pour me dire il y a un truc qui cloche, quoi. Et au boulot, c'était pareil. Dès que je demandais de l'aide, en fait, il y avait toujours des gens dispo pour m'aider et tout ça. Et en fait, je me suis rendu compte que c'est au moment où j'ai voulu devenir chef, sortir du rôle de la princesse à sauver et donc les faire sortir de leur rôle du sauveur, que là, ça s'est plus bien passé du tout. Et là, j'ai vraiment souffert et j'ai compris l'importance de s'engager. Emma, vous êtes née femme ou vous l'êtes devenue ? Alors, je suis complètement devenue. Et j'ai longtemps vu ça comme une contrainte, le fait de devoir prendre soin de mon corps et tout ça. Et depuis que je suis féministe, je suis hyper fière d'être une femme. Autant avant, je disais, mais moi, je m'en fiche de mon genre. Autant maintenant, j'y tiens particulièrement, dans le sens où, pour moi, mon genre, c'est celui pour lequel je lutte. Et du coup, maintenant, oui, je suis une femme qui défend ses droits. C'est beau. Alors, l'une de vos planches qui m'a vraiment, à moi, fait un très fort déclic, comme souvent votre travail le fait auprès des femmes qui le lisent, s'appelle « Les vacances ». Vous l'avez publié en janvier 2017. On sent que c'est quelque chose que vous avez mûri avant de le partager avec votre audience. Vous expliquez comment on fait croire aux femmes que le baby blues, c'est hormonal, alors qu'en fait, tout le système est pensé pour qu'elles soient épuisées et craquent au bout de leur congé mat. Moi, ça m'a soulagée, mais à un point indescriptible de lire ça. Et je voulais savoir si vous, le fait de devenir mère, vous avez aussi donné cette nouvelle perspective. Je pense que ça m'a mise encore plus en colère contre la société, en fait. Je crois que j'ai beaucoup de sentiments d'injustice par rapport à mon statut de femme, mais la maternité, c'est le pire. Le moment où le plus je me suis dit, mais c'est pas normal, personne ne devrait avoir à vivre ça. Enfin, moi, j'avais vraiment vécu, comme je raconte, les 3 jours à la maternité, comme de la torture. Quand on vous donne le slip filet. Ouais, l'humiliation, les gens qui viennent nous voir et qui regardent un peu notre ventre et tout ça, et j'ai trouvé ça horrible, le manque de sommeil, le personnel. Alors, il y en a qui essayent d'aider, mais il y en a beaucoup qui sont dans le jugement, où on a l'impression, moi j'ai l'impression d'être nulle, quoi. Et en fait, quand je le disais, les femmes de mon entourage qui disaient avec leurs grosses cernes et têtes de panda et tout, non, moi je suis tellement heureuse. Et quand j'ai commencé à dire, mais en fait, moi je me sens trop mal, je souffre. Et franchement, des fois, je me pose la question de est-ce que j'ai eu raison d'avoir cet enfant, quoi. Et elle commençait à dire, ok, moi, ça fait 6 mois qu'on n'a pas fait l'amour avec mon copain parce que j'ai une épisiotomie et j'ai mal et il comprend pas. Moi, je me sens toute seule. Avant-hier, j'ai failli secouer mon bébé. Voilà, en fait, tout le monde se met à parler, quoi. Et ça, c'est super pour animer un mariage quand personne on commence à poser des questions. Et ton accouchement, et voilà. Donc, et quand j'ai eu mon blog, je me suis dit, en fait, ça, il faut que je le dise. Et ça m'a fait beaucoup de bien de le dire. Et mon copain aussi, en fait, il a compris des trucs en le lisant. Mon sentiment d'injustice et tout, on en avait beaucoup parlé, mais il n'avait pas encore visualisé ce que j'avais vécu quand j'étais seule dans la chambre. Donc ça, en fait, après, il a dit... ah ouais, j'étais trop triste de lire ta BD, je savais pas, quoi. Donc voilà, et après il y a plein de femmes qui ont dit bah oui, moi aussi c'était comme ça. Et par contre d'autres qui ont été très violentes, quoi, qui m'ont dit bah si tu le vis comme ça, fallait pas faire d'enfant. Une soignante qui m'a dit t'aurais mieux fait de te faire stériliser si c'était pour raconter ça derrière, voilà. Ouais, il y en a qui sont pas prêtes à écouter divers points de vue. Hein. Il y a un déni très fort de ce côté-là. Déni ou je pense à un jugement des femmes qui sont très à l'aise dans la maternité, et il y en a, et tant mieux pour elles, qui ne conçoivent pas que pour d'autres, elles auraient aimé le vivre différemment, avec plus de monde, moins seules, plus d'aide. Mais ce que vous décrivez, c'est ce que font vos dessins, et puis c'est un peu ce qui s'est passé avec MeToo, c'est que vous avez en fait relié des points entre des expériences individuelles pour montrer le caractère systémique en fait de ces ressentis-là. C'est vraiment ce que j'essaye de faire, parce que en fait, quand on lit la théorie féministe, alors moi à chaque fois ça me bouleverse le cerveau, mais avant j'avais accès à ces informations et ça m'avait pas parlé, ça m'avait pas intéressée parce que j'avais pas fait le lien avec mon vécu. Et en dessinant, c'est ce que je me suis dit, en fait, en racontant des histoires qu'on a toutes vécues et après, en abordant la partie théorique, ça permet de montrer pourquoi prendre connaissance de cette théorie, c'est hyper important parce que c'est comme ça qu'on va changer nos quotidiens. Comment vous entendez-vous avec votre utérus, Emma, aujourd'hui ? Il m'embête un peu.
Non, très honnêtement, enfin maintenant je compte plus avoir d'enfants et je me débarrasserais bien de tout ça parce Ah oui, que vraiment, à ce point, c'est intéressant ça. Ouais, alors je vis de plus en plus mal les problèmes de contraception. Enfin les problèmes de contraception, je pense que je vais le dire comme ça parce que je trouve rien qui me convient. J'ai de plus en plus l'impression que la contraception, elle a au final été mise en œuvre pour soulager les hommes, ne plus avoir à assumer des paternités qu'ils souhaitaient pas assumer. Et puis une fois que c'est fait, on se fiche un peu des effets secondaires que ça peut avoir pour les femmes. Les rendez-vous chez le gynéco, les réflexions, les lectures pour trouver quelque chose, on le fait toute seule. J'ai une BD en cours là-dessus d'ailleurs que je vais publier dans les mois qui viennent. Et puis voilà, les effets secondaires. Et moi, j'ai découvert l'existence depuis quelques années du syndrome prémenstruel dont j'étais pas victime avant. Mais alors du coup, pendant une semaine avant mes règles, j'ai envie de tuer tout le monde. Je me sens très mal, voilà, je dors mal et je pense que voilà, c'est peut-être l'approche à petits pas de la ménopause qui fait que c'est de plus en plus présent. Mais c'est un vrai problème et à chaque fois que je vais voir le médecin, ils me disent prenez du magnésium. Je fais super, merci. Merci. Ouais. Voilà. Et donc vous envisagez d'intervenir. J'ai jamais entendu une femme dire quelque chose d'aussi radical. Mais vous êtes très radical. Moi, j'ai des copines qui ont été stérilisées, qui ont demandé à être stérilisées, volontairement. Et moi, je ferais pas ça parce que j'ai changé d'avis sur des choses, donc je suis pas à l'abri de changer d'avis là-dessus. Je ferais pas écouter le podcast à mon copain parce que il va s'évanouir. Donc non, je me garde la possibilité d'éventuellement mettre mon utérus en œuvre. Mais c'est quand même pas très marrant, quoi. En tout cas, oui, on sent qu'il y a vraiment quelque chose qui s'est déclenché donc autour de vos 30 ans quand vous avez eu votre premier enfant, l'expérience que vous venez de raconter. Et puis, je crois qu'il y a un burn-out qui s'en est ensuivi au travail. Mm-hmm. Et en fait, vous reliez beaucoup les expériences de maternité à l'expérience du travail. Vous arrivez à injecter votre pensée féministe aussi dans cette espèce de réflexion sur le travail qui apporte pas grand-chose à la société, qui écrase les individus. Il y a une planche qui s'appelle Travail, qui parle un peu des bullshit jobs, comme on les dit aujourd'hui. Comment on relie les deux? Comment vous articulez ces deux pensées-là? Alors, je pense qu'elles sont liées, mais pas. On ne peut pas résoudre l'un en résolvant l'autre, en fait. Donc, il faut travailler sur la question des femmes et la question du travail. Et je pense que les deux doivent être traités pour que les deux soient résolus. Malheureusement, on ne peut pas s'occuper que de l'un ou que de l'autre. Alors, moi, sur la question du travail, j'ai vécu vraiment une expérience atroce pendant 4 ans au boulot. Et c'est ce qui a fait... En fait, c'est ma maternité. Pourtant, je souffrais de ma maternité, mais c'est ce qui m'a sauvée parce qu'en fait, je pouvais pas faire plus au boulot. Physiquement, au niveau de mon planning et tout, c'était pas possible. Et du coup, en fait, j'étais dans une position où mon manager, il encourageait que ma présence, donc mes heures, mon physique, justement mon travail émotionnel. Donc, il me disait toujours, c'était marqué dans mon évaluation annuelle, c'est super, t'es hyper souriante, t'apportes de la fraîcheur à l'équipe et tout. Alors qu'en plus, je m'échinais pour bosser. Enfin, je bossais hyper dur. Et en plus, j'étais efficace, quoi. Je bossais bien. Donc voilà. Et en fait, sur mon boulot, il me cassait complètement. En réunion, devant tout le monde, je commençais à présenter un truc. Au bout de 2 minutes, il me coupait la parole. Il me disait pas c'est de la merde, mais il me montrait qu'il pensait ça, quoi. Donc je me faisais humilier devant tout le monde. Et du coup, j'ai commencé à rentrer dans une attitude où, comme je me sentais pas légitime, j'étais pas encore féministe, je mettais le paquet sur ce qu'il aimait bien, les tenues, le sourire, machin, je devenais hyper gentille, je faisais plein d'heures, je restais hyper tard le soir, j'appelais la nounou pour la supplier de rester et tout. Et je me disais, je suis nulle. Je suis une mauvaise informaticienne, je suis pas capable et tout ça. Et c'est des potes féministes qui m'ont dit non, t'es pas nulle, allez, lis ce livre, voilà, il y a plein de femmes qui vivent ce que tu vis, te laisse pas abattre, quoi. Et j'ai commencé à parler avec les femmes de mon boulot et on a commencé à dire mais ce mec, en fait, il faut le dégager, quoi. Donc je suis allée lui parler, c'est lui qui m'a dégagé, mais voilà, ça s'est pas très bien fini. Mais au moins, j'avais plus ce sentiment, moi, de pas y arriver. Et du coup, en fait, ce qui m'a soulagée, c'est quand, sur la question du travail, moi, j'étais en mode, donc voilà, j'avais 30 ans, je me suis dit, encore 30 ans, et puis je voyais reculer encore 35, sûrement, ça sera 36, 37, 38, comme ça, je vais pas tenir, quoi. Et je cherchais une solution, et en fait, là, je suis tombée sur une émission qui disait, effectivement, pourquoi tu bosses ?
Et moi, je me suis toujours dit, il faut bosser parce qu'il faut. Il faut bosser parce que on fait des choses importantes pour la nation, j'en sais rien. Et en fait, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais, moi, depuis que je travaille? Je pourrais faire des logiciels pour des hôpitaux, pour des écoles, pour j'en sais rien. Maintenant, je faisais des logiciels pour des banques. Je faisais un logiciel d'assurance qui permettait de augmenter les tarifs si la personne, elle était grosse ou cardiaque ou ce genre de truc. Voilà. Ouais. Et donc, je me suis dit, en fait, si tu bossais pas, ça serait mieux pour tout le monde. Et donc, du coup, je me suis dit, on pourrait tous bosser beaucoup moins si on se débarrassait de ces boulots parasites et passer plus de temps à faire de la politique, à prendre soin de nos enfants, des personnes âgées, à créer des super robots qui feraient le ménage à notre place, ou voilà, j'en sais rien, quoi. Ouais. Vous vous rappelez des livres que vous ont filé vos amis féministes à l'époque qui vous ont permis d'avoir cette prise de conscience? On m'a filé King Kong Theory, donc ça pour moi ça a été un peu la révélation, ouais. Et puis les féministes blanches et l'Empire, ça c'est les éditions La Fabrique, où du coup je me suis rendu compte que mon point de vue féministe c'est un point de vue de féministe blanche et que il y en avait d'autres qui pensaient pas comme moi et tout ça et avec qui il fallait militer, quoi. Enfin voilà, donc j'ai découvert tout la question du voile, la question de regard que moi je posais dessus, il était hyper occidentalo-centré et raciste et tout ça. Donc ça m'a fait beaucoup de bien. Et après, j'ai fait toutes mes classes sur le blog de Crêpe Georgette. Ouais, que vous citez très souvent dans vos BD, qui est fondamental. Ouais. Pour moi, mes BD, c'est vraiment tiré ces articles, alors peut-être sur d'autres sujets, mais c'est un peu la même méthode de dire un truc, on se dit mais oui, c'est ça, quoi, c'est ce qui m'est arrivé. Faire un déroulé très logique, dont on ne lâche pas le fil d'un bout à l'autre, qui amène... Et avec les dessins en plus pour essayer de mettre moins de texte, passer plus d'émotions, ce genre de truc. Crêpe Georgette qui a quitté les réseaux sociaux parce qu'elle s'en prenait tellement plein la gueule que ça l'a usée. Je comprends. Hein. Ouais. Et je comprends parce que moi, il y a des moments où je coupe tout parce que je suis hyper fatiguée de lire toujours les mêmes commentaires et tout ça. Ouais. Et elle avait beaucoup de visibilité sur Twitter en plus, où je pense les gens sont encore plus rapides en fait, les commentaires. Et du coup, j'espère qu'elle reviendra, qu'elle recommencera à écrire, mais je comprends très bien qu'elle ait pris une pause. Ouais, sacré travail qu'elle a fait. Alors donc, vous avez commencé à vous politiser, et alors vous êtes venu une drôle d'idée, celle de partager vos découvertes avec le plus grand nombre. Vous mettez alors en ligne des petites fiches pédagogiques. J'ai même lu que vous alliez les distribuer à la sortie du métro avant d'aller bosser. Non mais qui fait ça? Personne. Les militants, mes copains, parce que je gravite pas mal autour du NPA, et mes copains à chaque fois ils disent mais tu vas tracter toute seule. Mais le NPA, personne donc le nouveau parti anticapitaliste fondé par Olivier Besancenot. Et j'avais raconté ça parce que je suis allée à l'université d'été et du coup ils étaient tous normalement pour tracter, il faut être au moins 2 ou 3 pour se donner un peu d'énergie et tout ça, quoi. Et moi j'avais eu des expériences d'action collective qui n'était pas très fructueuse parce que en vrai ça se voit pas forcément, mais je suis hyper timide dès qu'on est en groupe et dans un cadre de débat, je m'efface très vite et du coup j'ai du mal à faire valoir mon opinion. Et du coup je me suis dit je vais militer toute seule parce que je pense que c'est plus la façon la plus efficace pour moi de faire valoir mes idées. Et donc du coup j'ai fait mes tracts toute seule, mais en fait tout le monde s'en fichait, c'était très théorique, scolaire, pas drôle. Des petites fiches à puce un peu comme ça. Ouais, voilà. Alors le féminisme, grand A, petit 1. C'est incroyable comme démarche. Il y a une forme d'idéalisme presque, de se dire je vais donner un papier à un passant dans le métro et puis grâce à moi il va voir le monde différemment. Ouais, mais moi j'étais en fait je me suis dit, tout ce que j'avais lu, je me suis dit c'est vrai, quoi. Enfin c'est vrai, c'est important, il faut que tout le monde le sache et réfléchisse dessus. En fait je voyais pas comment c'était possible que les gens passent à côté de ça, quoi. Et du coup, j'étais prête par tous les moyens à porter ce contenu-là plus loin, quoi, que le cercle militant, ouais. Et là, le dessin est arrivé dans votre vie. Ouais. Alors la première BD didactique, vous avez fait pas mal de petits dessins de presse au moment de la loi travail, mais je crois que la première BD un peu longue où vous mettez en pratique cette technique du récit logique qui se déroule, c'est l'histoire de Mohamed El-Sheikh, un jeune homme égyptien qui a été blessé pendant l'assaut du raid au 8 rue du Corbillon à Saint-Denis. Donc c'était l'immeuble qui abritait les auteurs des attentats du 13 novembre à Paris. Alors votre dessin, il est très simple, c'est la première BD du tome 1.
Ce sont vraiment des bonhommes bâtons que vous mettez en scène. Et l'histoire, elle est pourtant bouleversante quand vous la racontez ainsi. C'était quoi votre objectif quand vous avez mis en ligne cette BD-là, l'histoire de Mohamed ? Partager mon indignation. En fait, je me voyais pas porter ça toute seule. En fait, j'avais écouté son témoignage sur France Culture dans l'émission Les Pieds sur Terre, et moi, je me suis retrouvée en larmes d'émotion, mais aussi de rage, enfin, qui est une émotion aussi, parce que je trouvais ça. Mais je me disais, mais comment on peut avoir un déjà, comment parce que les flics, en fait, s'ils ont tiré dessus, c'est volontairement. C'était pour le neutraliser, en sachant très bien que probablement c'était pas un terroriste. Ils l'ont tiré dans le bras, il était devant la fenêtre, il n'avait rien à voir avec les attentats, évidemment. Et il était juste pas au bon endroit, au bon moment. Et c'était pas le seul, en fait. Donc, ils ont tiré sur un autre qui s'appelait Mohamed aussi, d'ailleurs. Donc, je pense qu'ils font ça pour éviter que les mecs aillent se balader, ou je sais pas, le temps qu'ils fouillent tout, quoi. Et derrière, le système qui se met en place, fouille en les mettant nus dans la rue, l'hôpital où il est menotté avec son bras abîmé, où on l'interroge menotté pendant 4 jours, et puis une fois de retour chez lui, on lui remet une obligation de quitter le territoire français parce qu'il n'a pas les papiers. Enfin, on pourrait dire qu'à la limite le tir c'était de la malchance, même si je le pense pas, mais tout ce qui se passe derrière, c'est volontaire, quoi. Et donc moi, j'étais outrée d'entendre en plus le témoignage. Il est même pas en colère, en fait, Mohamed, quand il témoigne. Il raconte ça, de façon très, très neutre. On sent qu'il a dû probablement vivre pire avant, et que du coup, et donc moi je me suis dit, tous les gens qui se gargarisent d'être dans le pays des droits de l'homme, qu'ici on a une liberté de la presse, qu'on a ceci, cela, peut-être qu'en écoutant ça, ils vont commencer à se dire il y a peut-être un problème, quoi. Et effectivement, on était sur la page à l'époque, pas beaucoup, peut-être 600 ou 700. Il y a eu 6000 partages, je crois, de la BD, donc ça a beaucoup tourné. Sur la page Facebook, donc vous mettiez vos dessins au tout début. Ouais, sur la page Facebook, et il y a beaucoup de gens qui sont arrivés et qui étaient, qui venaient par empathie, pas par intérêt militant ou quoi. Donc, Et cette BD, elle est encore très choc. Elle se termine, on voit Marianne avec un drapeau français et puis un gros doigt levé, un beau gros fuck. Elle est belle, la France. Moi, c'est un peu mon point de vue. C'est d'ailleurs, moi, je suis internationaliste, donc les frontières, la fierté française et tout ça, c'est pas trop mon truc. Je suis humaine, c'est tout. Mais les gens, qui se sentent patriotes et tout ça, qui fassent quelque chose pour que notre pays fasse pas ça, quoi, à la limite. Et puis moi, quand je suis en colère sur ma page, je le dis. Et ça me coûte souvent assez cher parce que on attend beaucoup d'une femme qu'elle soit douce et qu'elle dise les choses avec tact et juste émotion, empathie, mais pas colère. Et j'ai beaucoup de femmes qui m'écrivent pour me dire que il faut que je revoie mon ton, que je suis trop agressive. Vous avez dénoncé les violences policières à de nombreuses reprises, avec cette colère que vous décrivez là. Il y a de l'émotion dans vos yeux là même quand on échange. Vous avez fait une BD sur la mort d'Adama Traoré, ce jeune homme noir qui est mort dans des circonstances très troubles dans un commissariat du Val d'Oise à l'été 2016. Et il y a aussi dans le tome 3, donc dans celui qui vient de sortir, D'un autre regard, le témoignage d'Éric, un ancien gardien de la paix. J'ai des petits frissons en parlant parce que c'est très très fort, c'est vraiment long, on sent que vous avez passé beaucoup de temps avec lui, que vous restituez son histoire dans le détail. Donc c'est un homme qui a essayé de s'élever contre le racisme et les violences policières en interne, avec très peu de succès au prix de son travail et de sa santé. Quel lien on fait entre le féminisme et cette cause-là ? Alors là, pour le coup, moi, j'en ferais pas trop, même si ça se croise, parce qu'il y a des problèmes de violences sexuelles commises par la police, il y a des problèmes du traitement des violences sexuelles par la police. Après, pour moi, c'est plus, la police, c'est plus un lien avec la lutte anticapitaliste, puisque moi, ce que j'essaye de montrer, alors je ferai d'autres BD dessus, au final, mais c'est que le rôle de la police, on pense que c'est de protéger les gens, d'arrêter des voleurs, des assassins ou j'en sais rien. Ça, pour moi, d'ailleurs, c'est ce que dit Éric aussi à la fin de la BD. C'est une image, c'est un peu, le petit truc qu'on donne, l'excuse qu'on donne pour la présence de la police, pour l'armée, pour en mettre partout. Mais derrière, l'idée, c'est d'empêcher les gens de se révolter. Et c'est pour ça aussi qu'elle est très présente dans les quartiers populaires, qu'elle humilie les gens, parce que, en fait, plus les gens se sentent nuls, plus ils ont peur, plus ils sont rabaissés, en fait, moins ils vont se révolter, ils vont perdre confiance en eux, ils vont pas s'organiser. Et pour moi, le rôle de la police dans les quartiers populaires, c'est ça, c'est de faire des contrôles à répétition pour
que les gens n'osent même plus lever le regard sur eux. Voilà, Comme mater, Mohamed, quand il leur arrive une situation d'injustice totale, ils sont résignés et ferment leur gueule. Voilà, on attend, on espère que ça va pas empirer, et puis surtout on porte pas plainte, surtout on répond pas, on vous voit, on est poli, donc voilà, c'est ce que je raconte dans la BD. Le flic en fait, il tutoie le mec pendant le contrôle, il l'insulte, et puis le mec le vous voit. Et moi j'ai vu les rapports, j'ai pas le droit de les publier, mais je les ai lus, et c'est ça, hein, c'est la personne qui habite dans le quartier populaire, elle vous voit, elle dit mais là vous avez pas le droit de faire ça, monsieur, il va y avoir des problèmes et tout ça, et le flic il le traite de merde, il le tutoie, qu'il le jette à terre. Ouais. Mais dans la BD, on voit quand même apparaître des moments, j'allais dire des moments féministes. Enfin, il y a par exemple le lien entre les prostituées et les flics. On voit aussi à un moment, il y a une femme commissaire qui échoue complètement à imposer son point de vue face à trois cons un peu racistes et misogynes qui lui disent en gros de se la fermer. Enfin, c'est quand même en filigrane. On sent que c'est un peu les mêmes mécanismes de domination qui se mettent en œuvre. Alors ça, oui, c'est de toute façon la domination policière. Il y a des liens avec la domination masculine, hein, l'ambiance viriliste et tout ça. Voilà, la commissaire qui vient de congé mat, je pense que c'est pas étranger au fait qu'elle soit sensible à la situation, peut-être un point de vue un peu extérieur. Après, la présence des femmes dans la BD, j'ai envie de dire que c'est le regard d'Éric qui transparaît là-dessus, parce qu'en fait, on a discuté de féminisme, et même si lui, il se dit pas féministe, il a toujours pensé que les femmes n'étaient pas biologiquement plus faibles que les hommes ou quoi, que voilà, c'est la situation notre société qui les met dans cette situation, mais il dit que si c'était l'inverse, les femmes, elles pourraient aussi bien dominer les hommes, etc. Et du coup, il a toujours travaillé avec des femmes, choisi une avocate pour le défendre, donc il a vraiment pas de souci avec ça. Sur la question des prostituées, je pense qu'on n'est pas tout à fait d'accord, parce que il a une approche un petit peu morale là-dessus, que moi je n'ai pas. J'ai une approche très concrète. Donc voilà. Alors, vous avez vraiment pas peur de vous saisir de sujets qui fâchent, et vous avez notamment pris la défense des femmes musulmanes qui portent le voile. À l'époque de la fameuse affaire du Burkini, hein, on a voulu empêcher des femmes d'aller à la plage parce qu'elles avaient un foulard sur la tête, ce qui était apparemment absolument pas compatible. Donc dans la BD intitulée Montrer ses seins que je ne saurais voir, qui a été inspirée par une de vos lectrices d'ailleurs, vous racontez l'histoire d'un pays où en gros montrer ses seins est obligatoire, et il y a des femmes françaises qui veulent perpétuer la tradition de soutien-gorge et qui se retrouvent harcelées, moquées, humiliées, victimes de racisme à cause de cette pratique de porter un soutien-gorge sur les seins. C'est très parlant, le parallèle est vraiment, vraiment frappant. Pour avoir souvent moi-même pris la défense de ces femmes sur les réseaux sociaux, je sais que la violence qui se déchaîne en retour est cinglante. Est-ce que vous l'avez connue vous aussi ? Oui, mais je pense pas de façon aussi brutale que Rokhaya Diallo par exemple ou quoi. J'ai l'impression d'être un peu protégée pour une raison que j'ignore. Alors je sais que il y a Raphaël Enthoven qui a fait une chronique sur cette BD sur Europe 1. Ça peut être ouais, alors le truc c'est que moi j'écoute pas, parce que je pense que je sais pas comment elle fait Rokhaya Diallo pour continuer à répondre et à tenir. Moi je peux pas. Ouais, moi je peux pas. J'ai pas les épaules, et donc du coup j'ai vu on m'a dit il a fait une chronique, j'ai dit je m'en fiche. Après il m'a tagué sur Twitter en disant j'ai fait une chronique sur toi, j'ai dit je m'en fiche, donc je ne lui réponds pas, et du coup il a reparlé de moi apparemment à l'université d'été du féminisme, un grand moment encore. Et voilà, je continue de l'ignorer, je me dis qu'il va finir par arrêter d'essayer de me parler. Donc voilà, après j'ai eu je reçois des messages pas contents, mais j'ai pas eu de vague de harcèlement ou quoi pour l'instant, donc croisons les doigts. D'ailleurs, moi non plus. Hein. C'est ça qui est très étonnant. C'est ce que je raconte souvent. C'est quand je signe une tribune, en fait, toutes les femmes racisées qui vont signer la tribune à mes côtés vont s'en prendre plein la gueule, te faire traiter de terroriste, de collabo, etc. Moi, on me dit que je suis conne, en fait. Et que j'ai juste mal compris. Ouais, voilà. C'est marrant. Je pense qu'on reçoit moins d'agressivité, pas mal de condescendance, ça, c'est sûr. Vous prenez beaucoup de temps pour échanger avec vos lecteurs. Sur votre page Facebook, je suis allée un peu me perdre dans les commentaires, et la patience avec laquelle vous répondez parfois à des tartines de mansplaining, c'est ça que je trouve assez dingue. Il y a souvent des énormes pavés émanant souvent d'hommes qui vous expliquent « Ah, mais ma petite Emma, tu te trompes ?» et vous répondez patiemment.
Ouais, bah oui. Alors, d'autant plus maintenant que je travaille plus en entreprise, je lis tous les commentaires parce que ça me permet de voir comment les gens pensent. Souvent, comme moi, je pensais avant en plus. Et donc, du coup, je lis tout, je réponds quand j'estime que c'est intéressant, avec la règle qui est quand on répond à un commentaire, c'est pas pour convaincre la personne à qui on parle, c'est pour ceux qui lisent. C'est ceux qui lisent, voilà. Ouais. Et donc je me dis toujours, C'est bien pas mal, sûr, ça, comme règle. enfin oui, c'est ce qui permet de continuer, quoi. Donc bien sûr, la personne elle changera pas d'avis. Et c'est hyper intéressant ce que vous dites parce que je pense que ça serait édifiant de faire une étude statistique sur la longueur des commentaires en fonction du genre sur le blog et sur Facebook. Les hommes parlent beaucoup. Ah, c'est dingue. Ouais. Ça se voit. Enfin, Ouais. j'ai vraiment. Je pourrais. Oui, effectivement. Mm. Et si je le dis, il faut que je fasse une BD là-dessus pour étayer, parce que sinon on va me dire que je suis sexiste, tout ça. Donc Ouais, il va falloir compter les commentaires et donner des vraies stats pour que ça ouais, soit- voilà, un truc bien carré. Où sont les chiffres? Voilà. Est-ce que ce travail-là, justement, que vous faites, c'est pas... Alors là, je tire un fil peut-être un peu, de façon un peu audacieuse, mais est-ce qu'il relève pas du travail émotionnel que vous décryptez avec beaucoup de pertinence dans le tome 3, que j'ai lu hier soir et j'ai fait, mais elle a tellement raison. Enfin, vous expliquez en fait à quel point on le fait reposer sur les femmes, cette espèce de devoir d'harmoniser les rapports sociaux, d'apaiser les gens. Oui, alors tout à fait. Et d'ailleurs, il y a des féministes qui ont fait un truc trop drôle sur Twitter parce que, en fait, moi, quand je fais mes bandes dessinées, en général, je passe beaucoup de temps à préparer. J'explique tout, je mets plein de liens. J'estime que, à part quelques oublis, il n'y a pas beaucoup à débattre plus derrière. Si je continue à répondre, je vais réexpliquer des choses que j'ai déjà dites ou que tout le monde sait déjà. Donc, en fait, quand les hommes, souvent, c'est les hommes qui font ça, me demandent de leur répondre, ils me demandent juste de retravailler gratuitement, de passer mon temps, en fait, à parler avec eux, juste parce que ça leur fait du bien. Ils se sentent exister, ils ont attiré mon attention et du coup, je pense que c'est vraiment du travail émotionnel. Et souvent, on me fait la remarque quand je dis tu peux lire tel lien ou c'est dans la BD. Ah d'accord, tu prends même pas le temps de répondre à mon commentaire. Ou alors des gens qui disent oui, je vois bien que tu refuses la discussion. Et bon, des fois, je dis ok, je fais un effort. Voilà mon point de vue. Et là, ils disent, il y en a plein qui me font ça. Ok, je t'ai envoyé un message en privé pour en discuter plus. Et là, on sent le piège. C'est dingue. Et direct, je pense qu'il y a que les femmes pour sentir ça. Direct, je sens le truc genre ça va être un harceleur, quoi. Et je pense qu'il y a que les femmes qui peuvent sentir ce truc de ça y est, je commence à me sentir mal. Le mec est pas clair, quoi. La menace, quoi. Ouais. Et alors du coup, il y a une féministe sur Twitter qui a fait un truc génial. À chaque fois qu'un mec fait ça, elle dit je veux bien te répondre, c'est 2 €. Pas mal. Oui, parce que c'est du travail, effectivement. C'est du travail. Et ce que vous pointez du doigt avec le travail émotionnel, c'est qu'en fait, c'est un travail gratuit, encore une fois, et c'est comme la charge mentale, quoi. C'est quelque chose qui est invisible et qui est gratuit. C'est gratuit, et puis je me demande si c'est pas encore plus fatigant que la charge mentale, parce qu'en fait, ça oblige par exemple, quand on discute avec quelqu'un, de toujours voir si la personne, on commence à l'énerver ou elle commence à être pas bien et tout ça. Et du coup, nous, on recule. Donc, en fait, on empiète beaucoup sur notre propre espace pour pas énerver l'autre ou vexer l'autre en face. Et c'est vraiment épuisant. Et je pense que ça dégrade l'image qu'on a de nous-mêmes. Et j'ai plein de copines qui m'ont dit un truc qu'ont des enfants, c'est que souvent, leur conjoint, il est très autoritaire avec les enfants. Elles sont plus dans l'éducation bienveillante, encore un vaste sujet, parce que tout ça, les bouquins d'éducation, c'est les femmes qui lisent. Donc, voilà, elles essayent de dire de pas crier, de pas tenir l'enfant, etc. Le conjoint, lui, fait ça. Et du coup, elle se retrouve à, en même temps, essayer de soutenir le conjoint parce qu'il faut pas se contredire devant l'enfant, en même temps protéger l'enfant parce qu'il se fait vraiment beugler dessus. Et du coup, voilà, vraiment être entre les deux un petit peu l'huile du rouage. Et puis, quand on va se coucher, on est épuisé en fait après ça. Émotionnellement. Non, je pense vraiment que vous allez, vraiment merci parce que vous allez vraiment faire du bien, à mon avis, autour de vous avec cette notion de travail émotionnel. Tout comme vous avez fait date avec la charge mentale. Ça a été dingue cette histoire
histoire de charge mentale, non? Enfin, pendant un mois, on a parlé que de ça. Il y a eu des millions de vues sur cette BD. Ça a changé quelque chose dans votre vie, la publication de cette BD-là? Ah bah alors pour moi, ça a tout changé. Il y a eu du bien et du moins bien. Et en tout cas, ça a été très brutal parce que j'avais publié comme d'habitude le truc en mode voilà quoi. Et en fait, le lendemain, j'avais tout qui clignotait. Moi, je devais aller au boulot et j'avais mon premier tome qui sortait en même temps. Et moi, d'habitude, je répondais à tous les messages 2 minutes après. Et là, je me suis retrouvée avec 200 messages à la seconde en mode mais comment je réponds, la presse et tout. Enfin, et puis j'étais au boulot. En plus, ils nous coupaient Internet au boulot, donc j'étais sur mon téléphone. Horrible. Enfin, tant mieux, mais voilà, ça a été très soudain. Et du coup, moi, je me suis dit, ok, on fait la révolution maintenant. Voilà, on est toutes là, on est toutes d'accord, on y va. Et pas du tout, quoi. Donc, j'ai fait un peu la montagne russe. Genre, au bout de 2 jours, je me suis dit, c'est génial. On est toutes devenues féministes en 2 jours grâce à la BD et tout ça. Et puis après, j'ai dit, ah non. Vous avez déchanté. Parce qu'en fait, la charge mentale, donc s'il reste parmi les auditrices et auditeurs quelqu'un qui n'a pas lu la BD, ça m'étonnerait, mais je vais quand même un petit peu la résumer. Donc ça s'appelle Fallait demander. Et vous expliquez en gros que même si les hommes participent aux tâches ménagères, alors un petit peu plus qu'avant, je crois que c'est 6 minutes de plus que dans les années 80, donc on est quand même encore loin de la révolution, toute l'intendance, le fait de penser aux tâches à accomplir, de faire la liste dans la tête de ce qu'il faut faire, ça repose la plupart du temps sur les femmes, pendant que les hommes attendent qu'on leur signale ce qu'il y a à faire. Mais alors, il y a beaucoup de personnes qui ont compris que la réponse à ce problème-là, c'était de dire aux femmes de lâcher prise. C'est ça, on vous invite dans des colloques on incite les femmes à arrêtez de vous prendre la tête, les filles, c'est trop fatigant pour vous. Et bah oui, et je m'attendais pas du tout à ce que ça tourne comme ça, donc j'ai été un peu déçue, j'aurais dû m'en douter en vrai, mais bon. Et du coup, alors voilà, c'est sûr que quand... en fait... Je pense qu'il y a beaucoup d'organismes de presse qui ont publié là où ça allait cliquer. Hein. Donc, s'ils avaient publié des articles à destination des hommes, les auraient jamais lus. Du coup, voilà, ils publient des articles à destination des femmes parce que c'est elles qui vont cliquer. Et puis, qu'est-ce qu'on va dire aux femmes ? On va pas leur dire de secouer leur mari quand même. Donc, du coup, voilà, on va juste leur dire de moins se prendre la tête. Moi, j'avais lu un bouquin où elle disait... C'est pas grave si l'argenterie n'est pas bien, comment on dit, frottée, quoi. Pas bien astiquée. Voilà. Ouais. Et j'étais en mode, mais qui a de l'argenterie? À quelle femme elle parle, cette personne? Enfin, je sais pas. Dans la presse féminine aussi, genre, c'est l'été, 10 façons de rester cool en été. C'est pas grave si les enfants mangent de la pizza, détendez-vous un peu, les filles. Enfin, c'est quelque chose qu'on fait, encore une fois, reposer sur les épaules des femmes. Oui, alors ça, je pense que c'est hyper intéressant parce que je sais pas quel point de vue, à mon avis, c'est un point de vue des années un peu 60-70 sur ce que font les femmes chez elles. Mais moi, mon fils, il mange de la pizza, hein, déjà. Enfin, je veux dire, moi, je suis déjà au niveau minimum de ce que je peux faire. On est en mode survie. Et encore, j'ai qu'un enfant, mais je pense que quand on en a 2-3, c'est encore pire. Donc, du coup, voilà, moi, enfin, chez moi, c'est sale, c'est pas rangé. On mange n'importe quoi jusqu'à ce que, voilà, on sorte du tunnel. Mais pour l'instant, c'est déjà comme ça. Donc, je vois pas bien. Je pense que si je lâche prise encore sur un truc, on meurt, quoi. Et il y a un autre truc aussi où on m'a dit, oui, mais les hommes, il faut les laisser faire, même si c'est moins bien. Alors, je sais pas si c'est dans tous les foyers comme ça, mais chez moi et chez plein de copines, en fait, les hommes, ils font très bien. Par contre, ils font lentement. Ah oui. Justement parce que au boulot, quand on a un projet ou je sais pas quoi, on le fait bien, c'est hyper satisfaisant, on fait ses tests, on fait un truc qui marche bien, on s'organise. C'est plaisant d'avoir fait quelque chose qui marche, d'avoir tout prévu. Et du coup, à la maison, on fait pareil. Sauf qu'en fait, à la maison, non, justement, on est en mode survie. Moi, quand je fais bouillir de l'eau, je lance mon aspirateur robot et puis je vais commander des courses sur je sais pas quoi et tout ça. Et puis du coup, ça déborde et tout. Et oui, après, forcément, je me suis pas concentrée sur ma tâche, voilà. Et donc du coup, j'ai une copine qui me disait, moi mon copain, déjà il me demande ce qu'il peut faire et je lui dis coupe un oignon et pendant que moi je fais à manger, je nettoie la cuisine, j'ai lancé une lessive machin, lui il a fini de couper son oignon en fait. En petits cubes parfaitement réguliers. Tout est de la même taille et tout ça. Donc moi je pense pas que les hommes font mal. Je pense que ils ont pas encore compris le sentiment d'urgence dans lequel on est quand on se tape tous ces trucs. Je trouve qu'on retrouve dans votre discours ce qui fait la force de vos BD, c'est le côté vraiment vécu, quoi. Ouais, parce que il y a un moment, je sais plus si c'est dans la charge mentale ou dans le travail émotionnel où on voit cette femme qui a l'air d'être vous, qui débarrasse la table du salon.
qui se dit il y a plein de trucs sur la table, et en fait elle prend un t-shirt qui traîne, du coup il y a le panier de linge sale qui est plein, du coup je vais lancer une machine, ah merde il y a les courses à mettre dans le frigo, du coup et 2 heures plus tard elle est encore en train de ranger la table. Et je me suis dit mais c'est exactement ça, c'est du vécu, et ça n'a jamais été raconté nulle part en fait. C'est ça qui est extraordinaire, c'est-à-dire qu'on l'a tout en tête, mais il n'y a pas un endroit où ça a été écrit, dessiné, filmé, dit. C'est là la révolution de ce que vous faites, je trouve. En fait, moi, je fais le lien entre l'analyse théorique de ça et les récits, parce que les récits sont partout sur les forums, il suffit y aller, mais il n'y a pas le mot charge mentale dedans. Et du coup, le mot charge mentale, il est dans les écrits des sociologues qui ont travaillé là-dessus. Et du coup, juste faire le lien entre les deux, c'est pour ça l'intérêt du féminisme pour toutes les femmes, il est évident. Il faut vraiment continuer à dire soyez féministes, c'est pour nous qu'on le fait. C'est un boulot de vulgarisation tellement important de ce côté-là. Alors, pendant longtemps, vous avez fait vos BD et votre blog en secret de votre travail. Oui. Aujourd'hui, vous avez arrêté votre métier d'ingénieur, vous êtes militante à plein temps. C'est un soulagement ou c'est une obligation ? Alors, d'avoir quitté le salariat, c'est un très grand soulagement. J'étais vraiment au bout de ce que je pouvais fournir comme effort. Plus ça allait, plus j'arrivais en conflit rapidement avec mes employeurs. Donc, je me suis dit, bon... Après, je suis pas à plein temps dessinatrice parce que les artistes peinent à vivre de leur travail, n'est-ce pas ? Et donc, du coup, ce que je fais maintenant, c'est quand j'ai besoin de sous, je fais des petits projets informatiques en freelance. 1 ou 2 semaines, juste le temps de payer le loyer, les charges et tout ça. Et puis après, je repars sur mon blog. Et ça vous donne une plus grande liberté ? Vous êtes mieux ? Et du coup, oui, parce qu'en fait, quand j'ai arrêté de bosser, donc il y a 1 an, je me suis retrouvée confrontée à la question de qu'est-ce que j'accepte comme projet, parce que mon dessin il est quand même hyper reconnaissable, et on m'a proposé des trucs où politiquement, alors il y a des trucs où c'était juste pas du tout possible, et il y a des trucs où qu'est-ce que je fais, genre une grande entreprise qui me demande une campagne de pub pour faire venir les femmes sur des métiers techniques. Je me dis, c'est mon truc, moi je suis femme, ingénieure et tout. Je réfléchis, je me dis, grande entreprise, je suis anticapitaliste, comment ça passe, je demande l'avis à des camarades qui me disent, c'est pas terrible. Je dis non. 1 semaine après, une femme qui porte plainte pour harcèlement sexuel et qui se fait virer. Dans la boîte qui vous avait commandé le dessin. Voilà. Donc, je me dis, je peux pas faire ça en fait. Ça reste une possibilité. Et donc du coup, je me suis dit, en plus, moi j'aime bien coder vraiment. Ce que j'aime pas, c'est le salariat, l'humiliation, l'ambiance d'entreprise, la pression, le présentéisme. Mais mon travail, je l'aimais bien, quoi. Donc faire du boulot informatique pour 1 ou 2 semaines, pour moi, c'est intellectuellement, c'est hyper sympa, et en plus, ça me fait des sous, donc parfait. Mais le travail militant, il est pour le coup très peu valorisé. Très souvent, on vous invite à venir parler, mais on ne va pas vous rémunérer pour ça, en fait. C'est ça qui est assez ambigu aussi. Alors, je pense que le combo de femmes dessinatrices et engagées, c'est vraiment le pire pour trouver à être rémunérée. Parce que du coup, on me demande beaucoup de faire des trucs gratuitement pour la cause. Alors moi, je le fais avec les mouvements dont je fais partie, donc l'extrême gauche, les mouvements féministes intersectionnels, etc. Mais au-delà de ça, j'estime que même un mouvement associatif, il doit proposer une rémunération aux artistes, même symbolique, franchement, 20-30 euros s'ils peuvent pas plus, mais juste pour montrer ce que tu fais, c'est du vrai travail, en fait. Et puis, oui, après, on demande beaucoup, tout ce qui est dédicace, salon et tout ça, c'est pas rémunéré. D'où le mouvement Paye ton auteur, là, qui est en train de demander autre chose. C'est des auteurs qui ont réalisé que sur un salon du livre, en gros, tout le monde était payé sauf eux. C'est quand même assez oui, l'emplacement. Et puis on dit, du coup, t'es payé sur les livres que tu vends, mais c'est complètement ignoré la part que touchent les auteurs sur les livres, parce qu'en général, quand on a de la chance, c'est... moi, je suis transparente là-dessus, j'ai 10% en moyenne, c'est des paliers. Ça me fait 1 euro et quelques par livre. Donc faut y aller pour et puis il faut en faire souvent, quoi. Donc, Et sur les réseaux sociaux, c'est une réflexion que j'ai commencé à avoir en fait récemment. Moi, je faisais un peu partie des ravis de la crèche qui disaient c'est quand même génial, grâce à Facebook, grâce à Twitter, on peut sensibiliser les gens à des questions politiques. Il y a des contre-discours qui peuvent émerger. D'un seul coup, on entend des discours des LGBT, des femmes noires, etc. Et récemment, je me suis rendu compte que c'était un espace où finalement la parole était précarisée. Le travail était encore une fois gratuit. Est-ce que finalement, c'est pas un espèce d'espace public au rabais qui est proposé au discours contestataire ? C'est hyper intéressant. Oui, je pense qu'en fait, les seuls qui peuvent
faire ce travail militant-là en étant payé, c'est les hommes blancs hétéros. Voilà, c'est ceux qu'on voit, on entend à la radio et tout ça. Et les autres sont obligés de le faire gratuitement. Oui, c'est très vrai. J'avais même pas encore eu cette réflexion-là. Et alors, moi, mon point de vue, c'est que je le fais parce que de toute façon, il faut le faire et que je vois pas... je me serais pas vue arriver il y a 3 ans en disant je voudrais publier un livre féministe, est-ce que j'aurais jamais réussi. C'est pas une obligation de le faire, par contre, ça, c'est sûr. Et dès que quelqu'un veut reprendre ce contenu, parce que moi je suis très souvent contactée par ce qu'on appelle les agrégateurs de contenu, donc c'est des motivateurs, le bonbon, les trucs comme ça, qui veulent republier mon travail. Moi, mon blog, je paye l'hébergement pour qu'il n'y ait pas de pub, justement, et pour que ça soit accessible gratuitement. Et derrière, il y a des pages, donc des agrégateurs, qui vont reprendre mon travail, alors que quand ça marche, on va surtout pas parler des violences policières, bien sûr, donc on va reprendre le clitoris, machin, c'est et moins tout. lu que les autres, les violences policières. Oui, mais 10 fois moins, donc voilà. Et du coup, alors je pense qu'ils touchent pas énormément sur une BD, mais je pense que ceux qui ont pu republier La Charge Mentale, par exemple, ils ont dû se faire quand même un paquet dessous. Moi, j'ai rien eu. Donc voilà, moi je pense qu'il faut publier son contenu, accepter d'être relayé. Mais moi, maintenant, je dis toujours, vous pouvez faire un article sur mon travail ou publier le début et renvoyer vers mon blog pour la suite. Mais c'est fini de s'approprier mon boulot et de se faire des sous dessus. Ah ouais, oui. Hyper important de faire attention à ça. Ouais, moi de plus en plus, ça m'irrite profondément. Je suis anticapitaliste et en fait, on utilise ma cause pour de la pub, c'est pas possible. En parlant de mecs blancs dominants, il paraît que l'auteur de BD, Bastien Vivès, que moi j'adorais en plus, il a dit des trucs super méchants à votre sujet, il a publié La Décharge Mentale, c'est carrément une attaque frontale contre votre travail. Donc après le sexisme des ingénieurs, vous tapez le sexisme des BDistes, c'est ça ? Ouais, alors je pense qu'il y a un peu de... En fait, je pense que je comprends pourquoi ça se passe, ces trucs. Bon, il y a du sexisme, il y a de la condescendance et tout, aussi parce que c'est des hommes. Mais je pense qu'il y a aussi le travail d'artistes qui font des beaux dessins, pour le coup, qui passent plein de temps sur un dessin, qui ont travaillé pendant des années, fait des écoles et tout ça, et qui touchent pas de sous, et qui voient une meuf qui sort de je sais pas où, qui fait des dessins très simples et rudimentaires, et on voit que ça lui prend pas beaucoup de temps. Et là, il y a plein de gens qui lisent et à qui ça parle. Et du coup, je comprends que ça attire un peu d'agressivité. Et pour moi, c'est le capitalisme qui nous dresse les uns contre les autres comme ça. Après, j'excuse pas parce que j'ai même pas lu son message, c'est des lectrices qui m'ont dit. C'est puéril, quoi. Enfin, la décharge mentale. En plus, c'est très, très limite, même légalement, je pense. Horrible, ouais. Je pense qu'il y a des gamins dans le truc ou quoi, donc voilà, non, c'est bon. Ok. Ouais. Moi, ce qui me fascine avec vous, Emma, c'est que votre propos, et on l'a entendu pendant notre conversation, il est très radical politiquement. Vous vous revendiquez comme révolutionnaire, donc vous êtes proche du NPA, vous l'avez dit, donc le parti qui était représenté par Philippe Poutou lors des dernières présidentielles. Et pourtant, vous récoltez des critiques dithyrambiques dans la presse féminine. Le magazine Elle, par exemple, a écrit à votre sujet « Drôle et pertinente, ces planches sont à glisser sur le bureau de tous vos collègues ». Franchement, on ne peut pas soupçonner le Elle d'être secrètement marxiste et révolutionnaire. Alors, c'est quoi, à votre avis, qui explique cette bienveillance à votre égard? Est-ce que les gens comprennent pas à quel point votre propos est radical politiquement? Ouais, ils ont pas lu le reste, je pense. Je suis en train de me griller complètement. Non, ils n'ont pas lu le reste et personne. C'est assez incroyable, c'est-à-dire que, en fait, quand j'ai sorti La Charge Mentale, il y a plein de monde qui est arrivé. Donc, il y a eu la presse, j'en parlerai du coup après, mais même dans le lectorat, quand après j'ai commencé à reparler des violences policières et tout, il y a plein de femmes qui m'ont dit « Ah ouais, mais non, on préférait quand tu faisais pas de politique. » Donc, elles pensaient vraiment que ma première BD, c'était La Charge Mentale, que c'était pas politique parce que c'était un truc d'histoire de ménage au foyer et de femmes. C'est tellement s'auto-dénigrer que de dire ça, mais bon, je ferai une BD là-dessus. Et voilà, qui veulent que je reste vraiment dans ce cadre, des petits conseils. Il y a plein de blogs de maman comme ça. Et alors, il n'y a pas longtemps, donc je reçois plein de propositions de pub, de marketing et tout. Et j'ai reçu un mail d'un espèce de start-up de régime pour femmes qui me dit « On adore les petits conseils que vous donnez aux mamans et ces moments magiques de nos vies que vous décrivez. Et on aimerait beaucoup vous faire tester notre régime. Et s'il vous plaît, vous pourrez en parler à votre communauté. » Alors Et du coup, j'ai répondu de quel moment magique vous parlez? L'épisiotomie ou la maternité, les nuits blanches à la maternité? Et puis, ils m'ont pas répondu. Bon.
Donc voilà, je pense que vraiment ils lisent pas. Et c'est pareil, Marlène Schiappa, quand elle m'a reçue, je lui ai dit mais moi par contre je suis anticapitaliste. Et en fait elle a bégayé, elle savait pas. Son chargé de com là, il a pas préparé avant. Et donc vous lui avez dit Ouais, je lui ai ce dit. que vous pensiez de Macron Bah j'ai dit alors j'ai pas été moi je suis pas trop dans l'affrontement, hein, mais j'ai dit bon par contre moi si je fais une conférence ou quoi je suis anticapitaliste, je vais le dire. Et du coup elle m'a fait oui bah c'est vrai qu'on n'est pas obligé d'être d'accord sur tout, hein. Puis bon après j'ai plus de nouvelles, donc en fait si je pensais mieux chez En Marche vaut mieux être d'accord sur tout. Ouais, j'ai l'impression. Vous avez dit je sais que mes messages sont appréciés tant qu'ils sont sur un support un peu mignon et ludique. C'est aussi l'enrobage qui joue beaucoup. Ouais, c'est ça. Et moi, il y a beaucoup de femmes qui m'écrivent pour dire c'est bien parce que t'es pas. Alors, j'ai déjà eu t'es pas féministe. J'étais là, quand même, quoi. Ou alors t'es pas féministe extrémiste, ou t'es pas agressive et tout ça. Et je me dis, mais là, il y a vraiment un truc à faire. Il faut que j'explique que si des fois je suis agressive, si je suis très en colère, oui, mon contenu est radical. Oui, si on fait la révolution et que on nous envoie les militaires, je vais me battre en fait. Moi, je suis pas dans la non-violence, à me faire taper dessus, à pas répondre. Donc, j'aime pas la violence, mais à un moment, il faut voir ce qu'on est en train de subir et on a le droit de se mettre en colère. C'est pour ça que je parlais des suffragettes et de là où elles ont été contraintes à arriver pour se faire entendre. Je pense que c'est vraiment ne pas avoir saisi la violence du système que de dire oui, tu as le droit de demander des droits, mais quand même, il faut rester gentil. Voilà. C'est marrant parce que c'est la dernière question que je voulais vous poser. J'ai l'impression qu'on peut résumer votre approche en un mot d'ordre, en fait, le droit de se mettre en colère. Vous l'exprimez souvent, vous le revendiquez souvent, vous encouragez les femmes, en gros, à embrasser cette émotion qu'on leur interdit depuis qu'elles sont petites. Bah oui, c'est ce que j'essaye de nous encourager à faire, et moi-même, parce que moi, je suis vraiment pas confiante en mes émotions, et c'est plus facile sur la BD parce que je suis derrière mon PC, j'ai le temps de réfléchir, donc je me bride pas, mais voilà, justement, je pense que j'ai moins de difficultés à faire sortir ma colère quand je fais mes BD que quand je suis face à quelqu'un, ou moi quand je m'engueule avec quelqu'un, et surtout des hommes en vrai, je peux pas me retirer d'un coin de ma tête, il va me taper en fait. Ça, j'y arrive pas, et donc du coup, je fais toujours hyper attention à pas énerver l'autre. Je pense que pour beaucoup de femmes, c'est comme ça, on reste dans notre coquille, on se sent pas trop légitime et on a un peu peur. Donc voilà, il faut qu'on arrive à sortir de ça, à s'affirmer. C'est un peu ce que je racontais dans le TEDx que j'avais fait aussi. À l'inverse, les garçons, eux, ils doivent aussi apprendre à parler de leurs émotions et tout ça, mais nous, on doit apprendre à se sentir légitime, à crier, s'énerver, quitte à dire... après, ouais, peut-être que là j'ai abusé ou peut-être pas, mais en tout cas, au moment où ça arrive, on peut le dire. Vous faites allusion à une vidéo qu'on peut trouver sur YouTube, votre tout à conférence TEDx qui commence, où vous expliquez, voilà, mon premier jour d'école à maternelle, je me suis mise à pleurer, je me suis mise en colère et on m'a dit de me calmer, alors que le petit garçon à côté, il était encouragé à vivre cette colère pleinement. Ouais, alors là, c'était le contraire, en fait, c'est que je pleurais, on m'avait consolée, voilà. Et les garçons qui pleuraient, on leur disait... arrête de pleurer. Et mon fils, on lui a dit ça très tôt, sa nounou, elle lui disait ça quand il était petit, et j'ai dû beaucoup travailler avec lui pour qu'il commence à accepter les émotions de honte, de tristesse, de peur, et maintenant il les formule, et je suis hyper fière de mon travail féministe. Bravo, c'est important. Mais ça a été long. Emma, est-ce que vous avez accès à votre chambre à vous ? C'est quoi ? En référence à Virginia Woolf, à sa chambre à soi, auquel les femmes ont très peu souvent accès en raison notamment de la charge mentale et de tout ce travail. Ouais, des moments pour soi, mais c'est vrai que ça c'est pour les femmes. Les moments pour soi, c'est toujours en fait pour se conformer au patriarcat. Prendre du temps pour toi, mais pour t'épiler, te mettre de la crème et aller chez le coiffeur, etc. Mais jamais pour lire des livres ou se masturber ou aller faire la fête et se bourrer la gueule. Vous trouvez ce temps-là quand même encore ? De plus en plus, je m'autorise à le faire, et quand je bosse à la maison, c'est quand même plus pratique pour organiser mon temps. J'aime bien le programme. Se masturber, se bourrer la gueule, c'est très bien. Je recommande aussi. Emma, ça évoque quoi pour vous, la poudre ? La poudre, peut-être le fait de disséminer, non ? D'essaimer un petit peu, de prendre des petits bouts de féminisme et de militantisme partout et de les distribuer là où on peut. Après, ça laisse des traînées et ça germe. J'adore cette idée. Merci beaucoup, Emma. Merci. Merci à Emma d'être venue faire parler la poudre avec moi. La poudre est une émission produite par Nouvelles Écoutes. Elle est réalisée par Aurore Meyer-Mailleux, avec à la préparation et à la prise de son Zisla Tortello, à la programmation Laura Cuissard et au mixage Laurie Galigani. Le générique est une variation sur la chanson L'appétit de Bonnie Banane.
Vous aimez l'émission ? Je vous aime aussi. Et s'il vous plaît, dites-le moi avec des étoiles, 5 de préférence, sur l'application Apple Podcast. Cela aide La Poudre à essaimer. Pour faire parler La Poudre sur les réseaux sociaux, rendez-vous sur Instagram @lapoudretv, sur Twitter @lapoudrene et sur Facebook sur la page La Poudre Podcast. La Poudre, c'est aussi une newsletter à laquelle vous pouvez vous abonner sur le site nouvellesécoutes.fr, puis cliquer sur La Poudre. Cela sera l'occasion de découvrir Bouffon, Queer, Commencer, Quoi de Meuf, Splash, Vieille Branche, bref, toutes les émissions merveilleuses que nous produisons. Vous l'avez sûrement remarqué, La Poudre aime les livres. Si vous aussi, rendez-vous sur notre site La Poudre lit, où nous recommandons toutes les 2 semaines des ouvrages pour aller plus loin après l'écoute des épisodes. À très vite et continuez de faire parler La Poudre.